Bienvenue dans le 1945 de ITV France. Disparition de Diarisso. Les étudiants sénégalais munis de flyers à l'effigie de la portée disparue parcourent les rues de la capitale française. C'est ce matin qu'ils ont commencé dans l'Hexagone des recherches de la meilleure élève du Sénégal portée disparue depuis une semaine. L'objectif est d'exploiter la moindre information pour retrouver l'étudiant en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand. Le président des associations d'étudiants en France signale que sur place, tous les Sénégalais se sont mobilisés. Ibrahim Khadim Ndiaye est joint au téléphone par Papa Ibrahim Ndiaye. Aujourd'hui, la stratégie s'accentue sur l'arrondissement 13. On va faire une distribution de flyers. Et comment on va faire? On va faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de regroupement juste pour respecter les mesures barrières. C'est-à-dire on va faire des groupes de 2 maximum de personnes pour distribuer les flyers au niveau des arrêts métro ou au niveau des places. On a l'accompagnement de tous les Sénégalais, que ce soit sur Paris et en province, que ce soit même à l'extérieur du pays. Donc on a l'aide de tous les Sénégalais et même il y en a même qui ne sont pas des Sénégalais. Troisième mandat, le président Macky Sall peut bel et bien se présenter, même au-delà. La Constitution lui garantit. Assertion de Maître Doudou Ndoye, le président de l'Union pour la République, devant le jury du dimanche, est également revenu sur la modification de la loi 69-29 sur l'état d'urgence et l'état de siège. En phase, il invite quand même l'exécutif à l'utiliser à bon escient. L'ancien ministre de la Justice révèle par ailleurs que le Sénégal n'a pas de constitution et que la justice est loin d'être indépendante. La synthèse de l'émission Jury du dimanche est avec Abdourahmane Li. Le Sénégal n'a pas de constitution. Ces propos sont d'un ancien ministre de la Justice. Maître Doudou Ndoye va plus loin et affirme que la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Sur la modification de la loi 69-29 du 19 avril 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège, Maître Doudou Ndoye adhère mais invite l'État à utiliser cette réforme à bon escient. Le chef de l'État a été élu pour diriger notre nation. Toutes les questions d'opportunité relèvent de lui. Il relève du pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures opportunes pour nous aider à vivre avec le virus. Le chef de l'État, titulaire du pouvoir exécutif, se voit investir par le Parlement de pouvoirs exceptionnels prévus par une loi exceptionnelle pour veiller à la santé des populations. La mesure exceptionnelle, c'est une mesure législative réglementaire. Maintenant, comment le pouvoir exécutif applique-t-il ces mesures-là? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le pouvoir exécutif l'applique bien ou l'applique mal? Maître Doudou Ndoye se base sur la constitution sénégalaise pour souligner que le chef de l'État actuel, Macky Sall, peut bien se présenter pour un 3e mandat en 2024 et même au-delà. Cependant, le président de l'UPR se veut prudent et révèle qu'il appartient au peuple de résoudre définitivement cette question. Si Macky Sall est candidat, moi je suis affirmatif. Aucun conseil constitutionnel n'aura le droit, sur cette constitution, de dire vous ne pouvez pas le faire. La question est importante maintenant. S'il est battu aux élections, c'est fini, on n'en parle plus. Mais s'il gagne, c'est là où la question du 3e mandat va se poser. C'est le peuple qui est au-dessus de la Constitution et des lois. Arrangez-vous donc pour qu'il ne gagne pas, parce que s'il gagne, personne ne l'empêchera de faire un 3e mandat. Mais 2032, je dis 2095, oui. C'est le 75e mandat. Tant que cette constitution n'est pas modifiée, il peut être candidat 100 fois. L'ancien ministre invité du jury du dimanche n'a pas un avis tranché sur une éventuelle suppression de la ville de Dakar au profit d'un conseil départemental. Pour lui, tout dépendra du contenu de la réforme. Campagne internationale de collecte de fonds de PASTEF. Le juriste estime que le ministre de l'Intérieur a fait du zèle et qu'il ne peut pas dissoudre la formation politique. Pour lui, c'est au ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, d'apporter la preuve d'un financement de l'étranger au parti dirigé par Ousmane Sonko. Maître Doudou Ndoye est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Je trouve que monsieur le ministre de l'Intérieur vient d'arriver. Il est notre frère, notre ami, mais il a fait preuve d'excès de zèle. Ils ont parfaitement le droit, parce qu'ils sont des Sénégalais. Ils relèvent de la souveraineté sénégalaise. La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais, partout où ils se trouvent. Ils sont tous des électeurs, partout où ils se trouvent dans le monde entier.
Et en tant que Sénégalais, partout où ils sont, c'est le national sénégalais. Quand la loi parle d'argent qui vient de l'étranger, c'est d'argent qui vient de fonds étrangers. Une loi s'interprète par sa cause, son exposé des motifs et sa raison d'être. Une loi ne se lit pas, elle se connaît, elle se comprend dans l'ordre mondial. Tout Sénégalais du monde entier participe à l'œuvre du Sénégal comme si elle était au Sénégal. Oui. PASTEF n'a rien à prouver. Oui. C'est l'accusateur qui prouve toujours. C'est celui qui reçoit des documents, qui fouille, qui dit « Ah, je vois que ces 100 millions-là viennent de Mamadou Ibra Kane, grec, installé en Grèce. » Ah, pourquoi? C'est celui qui accuse, qui cherche la petite bête et qui prouve. PASTEF ne peut pas être dissous sur la base de cette campagne de si on le collecte de fait, fonds. je me présente comme leur avocat, j'irai au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État pour eux. Je défends des libertés. Et coronavirus, à présent, 6 décès sont enregistrés, 245 nouvelles contaminations sur 1781 tests, 33 cas graves sont actuellement en service de réanimation, 90 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Vu les chiffres, l'heure est grave. Après le point du jour, lu par le directeur de la prévention, professeur Mamadou Diarabé, directeur du SAMU national, a évoqué la gestion des cas graves. La situation l'exige, surtout qu'avec la nouvelle vague qui s'est enclenchée au mois de novembre dernier, le Sénégal fait face à un nombre de décès de plus en plus important et une flambée continue des nouvelles contaminations, des cas contacts et de ceux issus de la redoutée transmission communautaire. 300 patients hospitalisés dans les centres de traitement épidémique, dit-il. Nous l'écoutons. Bien, ce sont les cas sévères qui sont dans les CTE. Parce que depuis la prise en charge à domicile a commencé, les cas, en tout cas, polysymptomatiques ou bien chez des personnes qui ne présentent pas de risque de complications majeures sont pris en charge dans les domiciles avec un suivi. Mais les cas sévères qui nécessitent une prise en charge rapprochés, qui nécessitent parfois l'administration d'oxygène et d'autres médicaments, sont dans les CTE. Et ces patients hospitalisés dans les CTE consomment énormément d'oxygène. Et on peut comprendre aisément, en moyenne, les malades prennent à peu près 10 à 15 litres par minute. On peut comprendre aisément donc la charge de travail. Et pour ces patients, la surveillance est également difficile. C'est, en tout cas, quand on est en surveillance continue, 1 à 3 soignants par patient. Pour les cas graves qui arrivent en réanimation. Parfois, dans plus de 80% des cas, ce n'étaient même pas des patients suivis à domicile. C'est des patients qui ne se savaient même pas malades, qui restaient à la maison et qui, brutalement, présentent des signes de détresse. Et quand nous intervenons, nous nous rendons compte que ces patients, ces personnes étaient malades depuis au moins 10 jours. Et ça, c'est très important. Et c'est un message très important. Parce que pendant ce temps, le risque de contamination a pu être important. Mais également, ces malades arrivent dans des situations vraiment très dramatiques, de sorte que, malgré tous les efforts, en tout cas, faits dans les services de réanimation, nous déplorons un nombre de décès très élevé. Manifestations contre le couvre-feu, ces événements malheureux soulèvent des questionnements. Les adolescents sénégalais sont-ils en manque de repères? Subissent-ils une crise d'autorité? Quoi qu'il en soit, les dégâts occasionnés reposent la nécessité de revisiter le sens du civisme chez les plus jeunes. Aïssatou Kane, Cherdio. Une jeunesse en perdition ou en manque d'autorité, c'est ce que reflèterait aux yeux de certains l'image des adolescents manifestant contre le couvre-feu. Un comportement que les habitants de Grand Dakar n'encouragent pas, mais un des leurs l'explique par une mauvaise gouvernance de l'autorité étatique. À mon avis, les jeunes ne sont pas impolis. Quand quelqu'un se sent en danger, il est obligé de riposter. C'est le cas de ces jeunes. Les restrictions prises par le gouvernement vont les mener à bout. Et s'ils ne s'arrêtent pas, les conséquences vont être désastreuses. En ce moment où je vous parle, les jeunes n'ont plus peur des hommes de tenue, ni des autorités étatiques. Les parents, surtout les mamans, doivent éduquer au mieux leurs enfants. Les parents ne sont pas au courant de l'agissement des enfants. Si ça ne tenait qu'à nous, les enfants n'allaient pas sortir pour manifester, car leur avenir sera en danger. On ne veut pas du mal pour nos enfants. Il serait mieux de parler aux médias comme le font les adultes.
afin que le président puisse entendre leur message. Une exhortation des jeunes à la prise de conscience est opportune. Moustapha Kemal Atatürk disait, je cite, « Je lègue à la jeunesse l'avenir et l'évolution de la nation ». Maintenant, il faut que les jeunes s'approprient. Il faut tous qu'on fasse un appel à la responsabilité, un appel à la citoyenneté, pour qu'ensemble, nous jugulons le fléau que constitue la pandémie. L'heure est grave. Le peuple sénégalais vit une période difficile. Mais la citoyenneté prime surtout l'éducation de la jeunesse. Inoculer le développement et le respect de son pays ainsi que de tous les citoyens devient une priorité pour les parents ainsi que les établissements scolaires. Direction Kolda, la commune étouffe, elle manque d'espace. L'assiette foncière jugée restreinte par le maire empêcherait même certains projets de voir le jour. La commune de Salikegne également fait face à la même contrainte. C'est pourquoi les autorités koldoises, pour corriger cet équilibre, demandent un nouveau découpage. Seydou Diatta. Encerclée de toutes parts par les communes voisines, la commune de Kolda étouffe. Une situation qui hante le sommet de l'équipe municipale. Effectivement, nous sommes confrontés à ce problème au niveau de la commune de Kolda. Et souvent, nous avions l'habitude de dire qu'actuellement, au niveau de notre commune, il n'y a plus d'endroit même où poser une boîte d'allumettes. Aujourd'hui, la commune de Kolda déverse ses ordures dans une commune voisine. Aujourd'hui, la commune de Kolda déverse ses bouts de vidange dans une commune voisine. Et les exemples foisonnent. Donc, du coup, nous pensons effectivement qu'on doit pouvoir procéder au rééquilibrage pour que la commune soit territorialement viable au grand profit, bien entendu, des populations, d'ailleurs, qui le réclament vivement. Cette équation n'est pas spécifique aux communes chefs-lieux de région ou de département. Certaines communes rurales en souffrent également. La principale contrainte, c'est le manque d'espace. On est une commune compacte, une commune de 2008, donc on n'est pas comme les anciennes communautés rurales. Donc pour pouvoir accueillir certains projets de grande envergure, c'est des difficultés. Donc imaginez un projet qui peut prendre 15 hectares ou 20 hectares pour une commune comme Salikegne. S'il n'y a pas une compréhension des communes voisines, donc c'est des projets qui sont voués à l'échec. Tous les projets qui nécessitent de l'espace supplémentaire doivent désormais faire objet de dialogue et de consensus avec les collectivités locales voisines. Nous avons toujours cette possibilité de dialoguer avec les gens et de convaincre nos populations à libérer les terres, les quelques superficies que nous avons pour donner pour la cause commune. Et pour cela, nous attendons vraiment des rectifications, puisque c'est des incohérences qu'il faut rectifier. Et je pense que l'État en est conscient et du travail est en train d'être fait pour que certaines communes qui sont lésées en matière de superficie puissent être réhabilitées, donc pour le grand bonheur des populations. La commune de Kolda est encerclée, le mot n'est pas de trop, et pris de tout entre deux communes voisines, de sorte justement qu'on ne peut plus s'étendre. Nous avions effectivement en son temps eu une proposition d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque. Mais malheureusement, ce projet était un projet gourmand en matière foncière. Et la commune de Kolda, n'ayant pas de ressources foncières, finalement, a renoncé un partenariat là. Il s'agissait de trouver 40, pas moins 5 hectares pour effectivement implanter ce projet-là. On a également d'autres partenaires qui veulent investir, mais souvent, le problème auquel on est confronté, c'est l'assiette foncière. Face à ces difficultés qu'éprouvent les collectivités locales, beaucoup de maires plaident pour un nouveau découpage pour corriger le déséquilibre. Seydou Diatta de Kolda, nous passons à la région voisine de Sédhiou. Du nouveau dans l'affaire qui secoue le poste de santé de Tanaf dans le Goudomp après la sortie d'un ex-agent mettant en cause la gestion de l'infirmier chef de poste. Le comité de santé monte au créneau pour livrer sa version des faits et s'ériger en bouclier. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba.
Des membres du comité de développement sanitaire du poste de santé de Tanaf sont très remontés contre Ansoumana Sané, un ex-agent du poste qui ne voit pas clair dans la gestion de l'ICP qui serait pourtant à l'origine de son recrutement, renseigne le trésorier de ce comité. Ansoumana, il a été recruté ici en septembre 2017 sur proposition de l'ICP au comité. Face à la presse, Seni Marena est revenu sur la genèse de ce conflit. L'ICP a jugé nécessaire de faire un réaménagement dans la structure. Un des volets qu'il détenait a changé de main. C'est là de la gestion de l'échographie. Le gosse, il s'est senti un peu frustré par rapport à ça. Et ça s'est coïncidé aussi avec le recrutement d'un nouveau infirmier. Alors que lui, il avait demandé au président du CELES pour qu'on puisse augmenter sa rémunération. On lui a dit que non, l'heure n'est pas d'abord pour la rémunération pour une seule personne. Ansoumana Sané dénonce le recrutement d'un agent non qualifié, ce que demande le comité. C'est quelqu'un qui a fait 3 ans de formation dans des écoles de formation reconnues. Il a fait son examen de sortie. Il attend son résultat. Sur des surfacturations et le coût élevé de certains médicaments, le trésorier apporte sa version des faits. Qu'il n'a qu'à produire une facture réelle qui montre que la facture-là, elle ne correspond pas réellement à ce que vous avez déclaré. TANAF ne peut pas faire l'exception par rapport aux ruptures de médicaments qui existent, soit dans le département ou bien au niveau de la région. Les médicaments, on doit les avoir à partir de Goudomp. Mais si Goudomp n'en a pas, on doit se croiser les bras ici. S'érigeant en bouclier, ils ont apporté des éclairages sur des 6 millions utilisés par l'ICP pour assurer sa dépense quotidienne au cours des dernières années. C'est une question sociale qui est là, parce qu'il faut gérer la situation des gens. Ceux qui viennent d'ailleurs, chaque matin, ils laissent leur village, ils viennent ici pour travailler ici. Jusqu'à le soir, certains passent là, lui, quand ils vont monter de garde. Enfin, le comité de développement sanitaire qui voit un règlement de compte dans cette affaire invite leurs ex-collaborateurs à se ressaisir pour que ce dossier n'atterrisse pas sur la table du procureur. Mais convaincu du bien fondé de ses propos, Ansoumana Sané, natif de Tanaf et assistant social de son état, persiste dans sa position. C'est dire qu'il y a de l'électricité en l'air à Tanaf où une réunion de crise est annoncée dans les coulisses pour arrondir les angles. Et ils sont partout visibles, à Dakar ou à l'intérieur du pays. Les tricycles ou triporteurs sont beaucoup plus utilisés dans le transport de bagages. Aujourd'hui, du fait de leur rapidité, ces moyens de transport ont même pris le dessus sur les charrettes ou les pousse-pousse. C'est pourquoi les charretiers et les conducteurs de pousse-pousse souhaitent se réadapter à Damassar. Ils font partie désormais du décor à Dakar. Les tricycles ou triporteurs sont spécialisés dans le transport de bagages. L'utilité du tricycle est de transporter des bagages. D'ailleurs, sur la carte grise, il est bien mentionné cela. Et les forces de l'ordre y veillent. En ce qui concerne la sécurité, le tricycle est bien réglementé. Avec le tricycle, le transport de bagages est beaucoup plus facile. Villa Sen était un conducteur de pousse-pousse. Aujourd'hui, il travaille avec le tricycle. Travailler avec un tricycle est beaucoup plus facile. Regardez ce qu'endurent les conducteurs de pousse-pousse. Je pense que l'État doit faire en sorte que les tricycles soient nombreux au Sénégal. Et ce tricycle, je fais le tour de la banlieue avec. Si c'était un pousse-pousse, je n'aurais pas pu le faire. La rapidité et la facilité de cet moyen de transport donnent envie à ce charretier et ce conducteur de pousse-pousse de devenir un jour propriétaire de tricycle. Vous savez, aujourd'hui, on doit moderniser beaucoup de choses. Nous, les conducteurs de charrettes, notre vœu est d'avoir un jour ces moyens de transport. D'ailleurs, il y a certains charretiers qui ont des tricycles, c'est plus moderne. C'est pourquoi je veux vraiment avoir un tricycle. Le pousse-pousse est très pénible. On l'utilise parce qu'on n'a pas le choix. Ces tricycles ou triporteurs qui nous viennent de la Chine ont envahi la capitale sénégalaise. Leur fonction, transporter des bagages. Aujourd'hui, ils sont même en train de damer le pion aux charretiers et aux conducteurs de pousse-pousse.
L'Organisation des Nations Unies dédie la prochaine décennie de 2021-2030 aux sciences océaniques au service du développement durable. L'objectif, mettre la science au service du développement durable pour sauvegarder nos océans et ces océans qui représentent 71% de la surface de la Terre, mais ne reçoivent que 1,7% du budget de recherche des États. En dédiant cette décennie aux sciences océaniques, les Nations Unies souhaitent à aider tous les projets qui permettront la sauvegarde de notre milieu maritime. Moustapha Gabardio. En 2010, l'économie maritime employait plus de 30 millions de personnes. Et aujourd'hui, les océans nourrissent près de 3 milliards de personnes, notamment grâce à la pêche. Ils ont aussi un rôle très important dans d'autres domaines économiques comme le commerce, le tourisme, le transport d'énergie et plus récemment dans les énergies renouvelables. Un gain économique faramineux par rapport au budget des États alloués aux recherches des sciences de l'océan qui représente moins de 2%. C'est pourquoi l'ONU a souhaité dédier cette décennie à l'océan et lui donner un rôle central dans les futures activités de développement d'ici à 2030. Une demande urgente car le milieu marin est un puits de carbone important, un véritable régulateur climatique. Depuis le début de l'ère industrielle, les océans ont absorbé un tiers de nos émissions de CO2. Donc, avoir une meilleure connaissance de l'océan est l'un des objectifs fondamentaux de cette décennie car, à ce jour, seuls près de 20% des fonds marins sont cartographiés en haute résolution. Et il existe encore de vastes étendues abyssales dont nous ne savons rien. Améliorer nos connaissances pour mettre au point des solutions au service du développement durable. Repenser les pratiques de la pêche pour que les espèces puissent survivre, lutter contre la pollution plastique. Selon l'ONU, les investissements durables dans le domaine océanique pourraient offrir des bénéfices au minimum 5 fois supérieurs à leur coût. Instituts de recherche, gouvernements, entreprises, ONG, associations ou individus travaillant sur une ou des actions de la décennie se verront soutenus et accompagnés par l'ONU. Avec votre rubrique hebdomadaire que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information en continu sur www.emedia.sn. Demain, retrouvez Adama Anouchkaba pour l'information du soir. Elle est déjà là pour la suite de la totale du dimanche. À vous, Adama.